Les rencontres d'Hippocrate existent depuis 2016 sur Bordeaux. Elles sont produites grâce à la co-organisation de la faculté de médecine. Je remercie son doyen ici présent, le professeur Dubus. Également le doyen de la faculté de droit, qui s'est excusé parce qu'il rentre d'un voyage, il est un peu fatigué, donc il ne pourra pas être parmi nous. Son président également, le conseil départemental de l'Ordre des médecins, son président ici présent, que je remercie, Fabrice Broucas, et également l'espace régional d'éthique de Nouvelle-Aquitaine et son équipe, et avec son directeur, le professeur Violac, je remercie d'être présent pour ces rencontres. Donc ces rencontres ont un partenaire, la librairie Mola. Je remercie pour la mise à disposition de cette salle. Nous avons également souhaité valoriser ces rencontres par la captation de la vidéo. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de la conférence sur la vidéo, sur le lien de les études hospitalières, leh.fr événements. Ces rencontres ont pour vocation donc d'ouvrir le débat dans le cadre de la politique d'ouverture de la faculté de médecine, d'ouvrir le débat à la cité. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu qui est ouvert à l'ensemble des citoyens, et c'est important. Nous avons le soutien du groupe Pasteur Mutualité. Je remercie pour son soutien pour ces manifestations, ainsi que la Fondation Anthony Maguenet, fondation qui a pour but de promouvoir la conscience éthique. Voilà, donc avant de donner la parole et sans plus tarder, deux informations. Les prochaines rencontres d'Hippocrate se tiendront le lundi 7 octobre sur le thème de Ma Santé 2022. Donc elles se tiendront ici. Et nous aurons également le lundi 18 novembre les quatrièmes rencontres de l'année 2019 sur le thème des lois bioéthiques. Voilà, donc sans plus tarder, je donne la parole. Je pense que j'ai remercié tout le monde, mais généralement, je pense que j'ai oublié personne. Donc, David, Laurent, c'est à vous. Merci Sébastien, oui, on va s'asseoir. Merci de votre présence. Donc juste un petit mot pour remercier juste les étudiants du Master Droit de la Santé, étudiantes et étudiants qui vous ont accueilli à l'entrée, qui font un petit compte-rendu à chaque fois des rencontres d'Hippocrate, et qui nous permet, pour ceux qui étaient absents, d'avoir la vidéo et un petit peu de texte. Et puis, je voudrais surtout remercier également notre intervenant de ce soir, David Gruson, qui a vaincu les éléments, la SNCF. C'est toujours un mérite. Il devait venir en TGV, mais le TGV est interrompu à Vendôme. Et donc, il a basculé sur l'avion, pardon. Ok. Donc, il a basculé sur l'avion, il a réussi à nous rejoindre. Tout ceci est très bien. Alors, David Gruson, vous êtes docteur en droit, si je me souviens bien. Vous êtes membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po Paris. Et puis, fondateur d'un, je sais pas, un mouvement qui vise à promouvoir l'intelligence artificielle, réfléchir sur cette intelligence artificielle, comment la réguler, hein, éthique IA, mouvement à la fois académique et citoyen. Et puis, vous avez eu plusieurs vies, puisque je crois que vous avez été directeur d'établissement de santé public également. Voilà, donc ça nous permet d'avoir évidemment une très grande légitimité sur les questions de ce soir, cette intelligence artificielle donc qui parfois a mauvaise presse, hein, puisqu'elle peut faire peur, elle inquiète. Bon, je veux dire, de toute façon, le débat n'est pas être pour ou contre l'intelligence artificielle, elle est là. Hein. Elle est là déjà depuis quelques années, et sa place ne fera que croître. Et l'idée, c'est peut-être de réfléchir à la meilleure façon de réguler cette intelligence artificielle pour qu'elle soit notre allié, qu'elle nous aide sur les questions de santé, sanitaire. Et ne pas, je dirais, comme ça peut être fait dans d'autres domaines, peut-être être un peu trop conservateur et rater ce train, comme a pu le faire la France parfois dans d'autres domaines. Alors je suis pas un naïf, hein, je sais très bien qu'il faut avoir quand même un œil vigilant sur ces questions-là, mais je sais aussi que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de mondial. Et si nous empêchons tout développement, de toute façon, le développement se fera ailleurs et nous perdrons finalement toute notre matière grise
qui pour l'instant n'est pas artificielle, mais bien naturelle, ira voir ailleurs. Et malheureusement, cette intelligence artificielle en matière de santé pourrait tomber entre des mains peut-être moins scrupuleuses que les nôtres, et dans une logique, je dirais, de pure marchandisation. Et évidemment, tout ceci serait extrêmement néfaste. Alors, je crois que je vais tout de suite laisser la parole à David Gruson, justement, sur cette question de l'intelligence artificielle en santé, et de cette problématique de la régulation, qui est évidemment très importante. Et je crois qu'il y a un terme qui est assez fort, qui revient parfois dans son discours, c'est la notion de régulation positive, hein, si je ne me trompe pas. C'est d'arriver à penser positivement la régulation et ne pas empêcher, simplement réfléchir et encadrer. C'est déjà peut-être suffisant. Je lui laisse la parole immédiatement. Je la reprendrai un petit peu peut-être à la fin de son intervention pour aller plus loin sur certaines questions. Je vous passe le relais. Un grand merci. Je suis en biais. Alors je regarde la technique pour voir si je peux me mettre un peu plus de face. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut parler dans le micro. C'est bon. Il faut les régler. Il faut les mettre comme ça. Je crois que c'est bon pour la technique. Sinon, je prendrai un. C'est bon comme ça. Ouais. Est-ce que c'est bon au fond de la salle? C'est bon. Ben, écoutez, très heureux d'être avec vous ce soir. Un grand merci à LEH et à Sébastien Clément de son invitation. Vraiment très honoré d'être avec vous. Merci d'avoir rappelé une partie du parcours. Je peux pas commencer sans faire deux clins d'œil. Le premier, c'était à mon directeur de thèse de droit, qui est Jean-Marie Clément. Et donc que je salue à travers toi, Sébastien. Et puis après, saluer évidemment la présence d'un de mes papas professionnels, qui est Philippe Vigourou, qui est au premier rang, DG du CHU de Bordeaux, monsieur le doyen. Je vous présente mes hommages. Et puis un petit clin d'œil à Dominique Dallet et aux camarades hospitaliers que je reconnais, qui sont présents dans la salle. Donc heureux d'être avec vous ce soir pour vous partager quelques idées. Et vous allez voir que sur ce sujet de l'IA, je pense que l'enjeu central, il est surtout d'en faire un thème de débat public, ce que vous avez parfaitement posé, ce qu'on a essayé de faire avec d'autres. Je suis pas venu vous asséner une présentation académique ou un PowerPoint, mais plutôt vous tracer quelques pistes de réflexion et vous dire quel est un peu le cheminement qui a été le nôtre, qui a été le mien, et qui est en fait lié à ce que j'ai vécu dans le système de santé depuis une vingtaine d'années, dans d'autres fonctions également. Et c'est un parcours qui a commencé par la technique. Il y a 17 ans, j'avais fait un DEA de technologie d'information et de la communication de Paris 8 et du CNAM. À l'époque, s'il y a des informaticiens dans la salle où on apprenait à programmer en COBOL, autant vous dire que ça ne me sert plus à rien du tout aujourd'hui et que mes compétences sont complètement périmées d'un point de vue informatique. Mais ça m'a donné l'envie de comprendre, l'envie de voir ce que le numérique amenait dans le système. Et puis, l'envie d'essayer de faire partager ce vécu. Alors, je l'ai fait dans les contacts que j'ai eus dans le système de santé. Je l'ai fait sous la forme de livres que j'ai sortis récemment et dont je vous dirai un petit mot. Et d'ailleurs, c'est un petit mot pour l'équipe de la librairie Mola. Je suis super impressionné de parler ici. C'est un peu un temple du livre. Et je me sens très humble au moment de m'exprimer devant une assistance aussi nombreuse et dans ce lieu. Alors, peut-être quelques réflexions pour en fait finalement partir du point de départ qui est quel est l'état de ce qui est la diffusion de l'intelligence artificielle et de la robotisation dans le système. Je pense que c'est bien de partir de ce qui existe pour que vous puissiez essayer de matérialiser un petit peu les choses. Avant de vous faire partager quelques réflexions sur la régulation de l'IA, ou comme vous l'avez dit, c'est cette idée de régulation positive, et puis vous faire partager aussi quelques constats, mais oui, ce sont des pistes pour alimenter notre discussion ultérieure sur quel est l'impact de ce phénomène sur les patients, mais aussi les métiers du secteur de la santé. Qu'est-ce que tout ça percute, y compris monsieur le doyen, en termes de formation des professionnels de santé. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi le tableau? Quelques exemples pratiques, et puis après on parlera un peu des concepts et de ce que ça fait en vrai. Mais là on parle d'IA en santé. Où est-ce qu'on en est là en mars 2019? C'est un sujet qui est extrêmement mouvant.
avec une dynamique, voire une tectonique qui bouge quasiment toutes les semaines, avec des techniques qui se démultiplient, et avec, en gros, je pense que la meilleure manière de présenter les choses, c'est peut-être de prendre les choses un peu factuellement, sur quelques exemples de disciplines. Et premier exemple, et vous voyez, et vous allez voir que l'IA se développe pas forcément là où on l'attend. Premier exemple, l'ophtalmologie. Vous avez dans le champ de l'ophtalmo, en fait, 3 types de techniques d'intelligence artificielle en santé qui se développent. La première, qui est en fait la plus courante, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine par reconnaissance d'image. Vous présentez une image, un scanner ou un IRM, qui est un cliché numérique, et vous allez entraîner un algorithme à reconnaître si il est capable de repérer s'il y a une pathologie ou pas de pathologie, une tumeur ou pas de tumeur. Donc, dans le champ de l'ophtalmologie, ça s'applique sur des pathologies à spectre large, comme la rétinopathie diabétique. Vous savez, c'est une maladie qui concerne 50% des patients atteints de diabète de type 2, qui peut avoir des complications très sévères, comme la cécité. Ça concerne aussi le glaucome, et c'est à chaque fois la même technique. Vous présentez une image et vous allez demander à un algorithme, à partir de milliers ou de centaines de milliers d'images numériques, de reconnaître s'il y a une pathologie ou pas de pathologie. Ça, c'est la première technique, c'est en fait la plus opérationnelle en IA. La deuxième technique, qui est peut-être celle qui a le plus de potentiel de transformation du système de santé, mais qui aujourd'hui est moins opérationnelle, c'est ce qu'on pourrait appeler le pilotage massif du système à partir de données de santé. Et je sais qu'il y a des expériences majeures qui sont ici conduites au CHU de Bordeaux. C'est Bordeaux, un des CHU les plus avancés au niveau national et mondial sur la question de santé publique. Vous voyez, c'est ça le sujet dont on parle. C'est d'essayer de collecter des données à partir de la puissance mathématique de l'IA pour en déduire des propositions d'orientation du système. Et dans le champ de l'ophtalmo, pour rester sur cet exemple-là, c'est ce qu'ont fait les Londoniens de l'hôpital Moorfields à Londres, qui en fait ont traité massivement des données de santé pour repérer des facteurs de risque sur la rétine. Mais vous voyez, à partir d'indicateurs de santé, des facteurs nutritionnels, des facteurs environnementaux, en prédétectant, vous voyez, là on est plus dans une logique de prévention, une population à risque sur ce champ-là des pathologies de la rétine. Et c'est ça le deuxième champ d'application de l'IA. Le premier, la reconnaissance d'image, et le deuxième, on va aller traiter massivement des données de santé dans une logique plus de prévention que de traitement. Et puis le troisième point d'application, et vous voyez, dans ce projet encore un petit peu plus loin, c'est ce qu'on pourrait appeler l'IA de pilotage de parcours de prise en charge. C'est-à-dire que vous avez une machine qui va aller cette fois prendre le contrôle et piloter le parcours de prise en charge du patient en essayant de combiner à la fois des techniques de diagnostic par reconnaissance d'image et puis aussi des éléments de pilotage par les données, et qui va avoir comme caractéristique qu'elle ne va pas se contenter de données brutes, mais va traiter ces données pour aller repérer des éléments de facteurs de complexité, de polypathologie associés que le regard humain ne peut pas repérer en première intention. Vous voyez, c'est ça un peu les trois cas d'usage princeps, et vous voyez que dans une discipline comme l'ophtalmo, on est déjà en fait dans le réel de l'application et dans le réel de ce que vous disiez, qui est que je pense que vous en faites déjà l'expérience dans votre vie de tous les jours. Le numérique rend les systèmes de santé de plus en plus poreux. On peut plus voir ces questions de manière étanche ou considérer que le système de santé français serait en vase clos, parce que l'innovation en médecine algorithmique se développe aussi très vite hors du territoire national. Oui, sur le champ, l'exemple que je prenais sur la rétinopathie diabétique, l'agence de sécurité sanitaire américaine, la FDA, a validé en avril 2018 un algorithme IDXDR de reconnaissance d'image sur les rétinopathies diabétiques. Il est validé. Il a une autorisation de déploiement sur le marché américain, avec une puissance diagnostique qui fait réfléchir, parce que l'algorithme diagnostique la rétinopathie diabétique 100 fois plus vite qu'un ophtalmo humain, avec des indicateurs de précision diagnostique équivalents à ceux d'un diagnostiqueur humain le matin, de 20% meilleur au bout de 6 heures de travail, parce que l'ophtalmo humain se fatigue, et de 50% meilleur au bout de 12 heures.
vous voyez, on a là, c'est ce que nous dit le dossier de mise sur le marché de la FDA, un algorithme capable de diagnostiquer 100 fois plus vite et avec des indicateurs bien meilleurs un trouble potentiellement grave. Et donc, vous voyez bien le sujet, c'est que si on n'est pas capable de développer des solutions d'innovation technologique en France et en Europe, qu'est-ce qui va se passer? Nos concitoyens et les professionnels vont se tourner vers ces solutions conçues ailleurs, hors du cadre du droit français et du droit européen. Et réfléchissez-y un instant, voyez, vous commencez à sentir le point éthique. Si j'étais moi dans cette situation-là, et si vous étiez vous dans cette situation-là, vous avez votre médecin traitant qui vous dit, écoutez, je pense que vous avez une rétinopathie diabétique, que vous pouvez peut-être en devenir aveugle. Je connais bien l'ophtalmo du quartier d'à côté. C'est un copain de fac. Je peux vous avoir un rendez-vous rapide dans 2 mois et demi. Ça, c'est l'option 1. Et option 2, si vous êtes un peu sur Internet, vous aurez fait vous aurez la même connaissance que ce que je viens de vous dire. Et vous direz, non, moi, c'est pas ça que je veux, docteur. Je veux que vous me donniez le cliché de fond d'œil, l'image numérique. Et puis, je suis prêt à envoyer un mail outre-Atlantique pour aller toquer à la porte d'IDXDR. Je suis prêt à y mettre 100 ou 150 $ s'il faut pour avoir mon diagnostic plus fiable demain. Et vous voyez qu'en fait, en faisant ça, et sans doute si la question se posait à moi, je ferais sans doute ça, hein, je le dis devant vous, j'ai un comportement qui est pas très éthique, au sens où j'envoie mon image à l'externe du périmètre de ce qu'on appelle, j'y reviendrai, le règlement général pour la protection des données, mais en gros, j'envoie mes données de santé hors de France. Mais je le fais parce que je suis confronté à un risque de santé majeur et qu'il y a un facteur temps tout à fait décisif dans la prise en compte de ma pathologie. Donc, vous voyez, c'est ça le cas pratique très concret qu'on va avoir à gérer et qui va se démultiplier dans les années prochaines. Deuxième exemple, deuxième champ disciplinaire, le cancer. C'est un domaine dans lequel l'IA se développe aussi très vite, avec des solutions qui existent aux États-Unis, au Japon, mais aussi en France, au stade plus de la recherche, pas encore de la mise sur le marché, sur le diagnostic du mélanome. Et donc là, vous voyez, c'est la même technique à la base, la reconnaissance d'image par apprentissage machine. Vous allez présenter un cliché de peau, et puis vous allez entraîner l'algorithme à reconnaître s'il y a tumeur ou pas tumeur. Dans le champ du cancer, c'est un des domaines qui, je pense, est peut-être le meilleur pour comprendre quel est finalement notre champ de compétitivité en France et en Europe. Je vais peut-être vous paraître un peu brutal, mais je considère que on est déjà battu par les Américains et les Chinois qui sont aujourd'hui, dont le président est aujourd'hui sur notre sol national. On est déjà battu sur le développement de ce qu'on pourrait appeler des solutions généralistes de développement d'intelligence artificielle en santé. Qu'est-ce que j'entends par là? De la même manière qu'on a été battu sur le développement de solutions généralistes de bureautique par Microsoft, qu'on est en train d'être battu sur la production de solutions généralistes de cloud pour le stockage des données, nous allons être battus sur la production d'IA généraliste, c'est-à-dire les intelligences artificielles qui vont venir organiser de l'intelligence dans les systèmes d'information de notre système de santé demain et qui produiront, vous voyez, des outils permettant aux professionnels de mieux travailler dans des logiques plus fluides. Peut-être, j'espère être démenti, mais en tout cas, vu les données du sujet aujourd'hui, je ne pense pas que la France et l'Europe puissent rattraper leur retard sur ce que prépare Google avec sa filiale DeepMind qui travaille sur ces questions et sur ce que prépare les BATX chinois. Il y a 8 mois, j'étais à Shanghai. Pour vous donner un petit exemple, j'ai vu donc je visite pour la chaire santé Sciences Po. Je visite des CHU. Alors vous savez que on a un petit sujet en France de dossier médical partagé. Ça fait 18 ans qu'on est sur le sujet. Et là, ça décolle enfin. La gestion de projet a été portée par la CNAM, mais en pratique, vous n'avez pas encore de dossier médical partagé pour toute la population française. Alors, je visite l'hôpital à Shanghai avec un collègue, cher Philippe, DG de CHU, très agréable, qui me fait visiter son établissement. Puis à un moment, je lui demande, avec la traductrice, mais c'est quoi votre dossier médical partagé? Et il me dit, écoutez, je suis content que vous me posiez la question parce qu'en fait, justement, c'est un sujet sur lequel on voulait vous demander le concours de la France.
Ouais, j'ai un petit mouvement de recul. J'étais pas en position de représentation officielle. J'étais partagé entre deux sentiments, soit, vous voyez, la sincérité vis-à-vis de la personne qui m'accueille, et puis la nécessité de défendre nos intérêts nationaux. Donc, je lui fais une réponse du genre, je vous remercie de votre question. Je ne manquerai pas de relayer votre demande auprès des autorités compétentes. Je lui dis, mais vous savez, on a d'autres champs d'expertise, hein, dans la santé numérique, vraiment bien. Mais je comprends pas. Vous avez pas de base de données. Et en fait, il m'explique le truc et j'ai trouvé ça complètement vertigineux. Il me dit, si, bien sûr, on a une base de données qui tourne pour 30 millions d'habitants de la région de Shanghai, 30 millions, et qui, en fait, fonctionne par une alimentation automatique, sans recueil de consentement préalable, sur la collecte des données de santé, dans une logique de pilotage collectif du système de santé. Vous voyez, pour prédétecter des risques infectieux, pour piloter des risques métaboliques, diabète, nutrition à l'échelle de la population, et puis prendre des options de santé publique dans une logique d'abord collective. Vous voyez, on retrouve sans doute un peu de base de référence socioculturelle d'une société qui regarde d'abord le collectif avant l'individu, mais là on y est, et en fait ils y arrivent maintenant sur la notion que c'est plutôt mieux pour un patient déterminé que quand il entre en contact avec le système de santé, le docteur qui le soigne ait une vision de l'antériorité de son parcours. Vous voyez, mais nous on a pris le sujet à l'envers, c'est-à-dire qu'on a pris d'abord le sujet du parcours individuel avant de venir maintenant sur l'idée de la base de données qui se constitue avec ce qu'on appelle le Health Data Hub. C'est ce qui est en train d'essayer de se constituer, mais ça vous donne une idée de l'écart qu'il y a par rapport à ce qui se passe en Chine. C'est peut-être un peu moins vrai aux États-Unis, mais avec déjà des bases de données solides dans les universités américaines. Ils sont très loin devant nous sur cet aspect-là. C'est un discours que relayent les pouvoirs publics assez souvent en France sur l'idée qu'on a des bases de données vraiment de niveau mondial. Et c'est vrai, et en même temps c'est faux. C'est vrai parce que la Caisse nationale d'assurance maladie a une base de données qui s'appelle le SNIRAM, qui est une des meilleures au monde, mais sur la donnée de remboursement. Vous voyez, le remboursement d'assurance maladie. Par contre, pour entraîner des algorithmes, vous avez compris qu'il ne faut pas simplement des données de remboursement, il faut aussi du scanner, de l'IRM, de la donnée clinique, qui aujourd'hui est chez le professionnel libéral ou dans les data centers des hôpitaux et des cliniques privées. Et donc, vous voyez, là, une des fragilités de notre système, c'est cette partition entre la base de données médico-administrative et la base de données cliniques. C'est ce qu'essaye de surmonter aujourd'hui le S-Data. Je me suis éloigné un peu de mon point, mais vous avez compris que sur le développement de solutions d'IA à spectre large, on aurait 50 milliards d'euros qu'on n'a pas d'ailleurs. Si on les mettait pour constituer une base de données européenne, et il y a un espace-temps dans lequel les solutions de référence sur ces sujets-là auraient sans doute été développées ailleurs. Donc notre grande compétitivité, il est sans doute sur, et vous allez voir qu'il y a peut-être de la cohérence là-dedans, dans ce qui se passe ici à Bordeaux, dans ce qui se passe ici dans les CHU les plus avancés, c'est la médecine de pointe. Aller développer des solutions d'IA, des solutions d'aide au diagnostic qui correspondent vraiment à de l'excellence de la médecine française. Et vous avez des très belles solutions. Par exemple, ce que fait Therapixel, qui a mis au point une solution de reconnaissance d'image dans le champ de la mammographie. Et qui est une des meilleures solutions au monde. C'est une start-up française qui est capable de repérer une tumeur sur une mammographie avec des indicateurs de performance qui sont de 50% meilleurs à ceux d'un diagnostiqueur humain. Vous voyez, ça peut changer radicalement le paysage de la prévention du cancer du sein. C'est une solution française. De la même manière, il y a de très beaux travaux dans le champ de l'immunothérapie assistée par ordinateur. Dans le champ du cancer, on a des solutions de pointe susceptibles d'être portées par de l'excellence française et encore une fois avec de l'antériorité, comme ici à Bordeaux, dans le pilotage par les données de santé publique. Et c'est ce champ-là de prioriser de la médecine d'excellence et donc de l'IA d'excellence qui est sans doute le choix payant dans un contexte où les solutions de référence se développeront ailleurs, en Chine ou aux États-Unis. Dernier exemple pour vous faire prendre conscience que les solutions sont déjà là et dans des domaines assez inattendus. Le champ du vieillissement.
Vous savez, c'est un des sujets sur lesquels Philippe a été vraiment un des précurseurs dans ses fonctions antérieures. Une des limites majeures de notre système, c'est cette partition entre le champ sanitaire et le champ médico-social. Le fait que vous avez, dans le champ des personnes âgées, dans le champ du handicap, une partition entre des régimes juridiques différents, des catégories d'établissements différents, qui font que souvent le parcours d'une personne âgée, surtout si elle est atteinte de troubles neurodégénératifs type Alzheimer, est saucissonné et manque de continuité de prise en charge. C'est un des domaines dans lesquels le pilotage par l'IA peut vraiment changer la donne en ayant une vision par des parcours de prise en charge, plus de transversalité et en développant des outils. Par exemple, c'est ce qui se passe à l'Institut du cerveau et de la moelle, de modélisation du cerveau vieillissant pour essayer de repérer quels sont les facteurs d'apparition des troubles neurodégénératifs, Alzheimer, Parkinson, mais ça passe aussi par des choses dans le réel de la prise en charge des personnes âgées. Et je me souviens très bien, ici à Bordeaux, il y a 18 mois, dans un EHPAD rattaché au CHU, Philippe, il y avait une expérience déjà en vigueur de déploiement du petit robot Naozora que vous connaissez peut-être, qui est en fait un robot d'aide à la stimulation cognitive, qui en fait développe bien plus fortement que moi ce que j'ai connu quand j'ai commencé en 2002 comme directeur de centre de gérontologie. C'est un outil qui fait de la stimulation cognitive à la fois sur les mouvements, mais aussi le bruit, les chansons, l'image, et qui développe de la prise en charge. Alors, vous me direz, est-ce que c'est de l'IA ou est-ce que c'est pas de l'IA? C'est de l'IA au sens où le robot est capable d'interpréter les actions des personnes avec lesquelles il interagit pour s'en souvenir et après développer et adapter les programmes en conséquence. Et c'est de l'IA qui se branche sur des dispositifs de téléconsultation qui sont en vigueur ici et qui permettent d'interagir depuis un EHPAD avec les spécialistes de gériatrie du CHU. Donc, vous voyez, on est dans des domaines qui permettent de développer plus d'accessibilité des soins, plus de continuité de prise en charge des parcours pour dépasser ces clivages entre le champ sanitaire et le champ médico-social. Voilà quelques exemples, on peut en développer d'autres si vous voulez. Mais vous voyez, là, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans le réel de ce qui se passe dans nos systèmes de santé en cette fin mars 2019. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le sujet éthique et comment est-ce qu'on arrive à aborder cette question dans un contexte de préparation de la révision de la loi de bioéthique? Et il y aura une séance des rencontres d'Hippocrate bientôt. J'ai eu l'honneur là en 2018 de co-diriger avec Claude Kirchner, qui est le président du conseil d'éthique d'INRIA, qui a une base ici importante à Bordeaux, le groupe de travail qui a été mandaté par le Comité consultatif national d'éthique sur ce volet éthique du numérique et de l'IA. Donc c'est le rapport, on vous en donnera le lien si vous voulez approfondir ces questions, qui se sont traduits d'ailleurs dans l'avis officiel qu'a émis le Comité consultatif national d'éthique pour donner le coup d'envoi de la révision bioéthique qui doit se traduire par le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement d'ici le mois de juin. Donc quel est le tableau? Avant de vous parler un peu de ces enjeux éthiques, peut-être un petit mot pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est concrètement l'intelligence artificielle. C'est un sujet sur lequel il faut avoir beaucoup de modestie par rapport au buzz actuel. C'est un sujet devenu à la mode, mais qui n'est pas un sujet récent. Les concepts de l'IA ont été forgés dès les années 50 par Alan Turing et Marvin Minsky. Mais même, il faut sans doute prendre une perspective un peu plus profonde pour essayer de mesurer qu'en fait, dans l'artificiel, on fait que reproduire des schémas préexistants. Pour essayer de faire comprendre ça, je n'ai pas trouvé de meilleur exemple que de vous parler du blob. Alors on est à Bordeaux, pardon de faire référence aux travaux d'une chercheuse toulousaine qui s'appelle le professeur Audrey Dussoutour, alors qui est pas du tout dans le champ de la santé, mais qui a analysé le blob, alors je sais pas si vous savez ce que c'est un blob. C'est en fait la plus grosse c'est terrible, c'est la plus grosse créature unicellulaire, c'est une espèce de champignon géant qui atteint plusieurs mètres, et le but dans la vie d'un blob, c'est de se développer, de croître. Et pour croître, le blob, il analyse le terrain sur lequel il se développe. Et donc, en fait, c'est un algorithme de traitement de données. Vous voyez, il regarde le terrain, il en tire des conséquences, il suit son développement. Et s'il y a bien quelque chose que le blob déteste, c'est le sel. Quand il arrive sur un terrain salé, il a un mouvement de recul et il s'en souvient
pour ne pas faire la même erreur la deuxième fois qu'il abordera un terrain avec du sel dessus. Donc du coup, il s'en souvient, il fait de l'apprentissage de données, c'est ce qu'on appelle en IA le machine learning, l'intelligence artificielle apprenante. Et puis ce blob qui a connu ce chemin d'apprentissage, il se peut, ça arrive, qui rencontre un blob qui n'a pas eu le même chemin que lui, c'est ce qu'on appelle un blob naïf. Et quand les deux se touchent, c'est comme si vous aviez, vous voyez, un réseau de neurones qui se constituait, des algorithmes qui entrent en contact. C'est ce qu'on appelle en IA les réseaux de neurones de deep learning, d'apprentissage profond. Et le blob qui a appris est capable de transmettre son parcours d'apprentissage au blob qui n'a pas appris. C'est ce qu'on appelle transfert d'apprentissage, le transfert learning. Vous voyez, algorithme de traitement de données, IA apprenante, machine learning, réseau de neurones, deep learning, transfert d'apprentissage, transfert learning. La nature avait inventé l'IA bien avant nous. Donc, ça, ça nous incite vraiment à la modestie sur ces questions. Et ce sont des questions qui se posent depuis longtemps. Et en fait, quand on pose la question de l'éthique de l'IA, on a tous dans la tête des images de science-fiction qui nous arrivent tout de suite. Alors j'aime bien la science-fiction, mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans Terminator, par exemple. Je pense que vous avez à peu près tous et tous vu Terminator. Vous avez des robots, vous voyez, qui veulent tous nous exterminer, et qui d'ailleurs à un moment donné appuient sur le bouton pour envoyer des missiles nucléaires qui réduisent l'humanité presque au néant. Mais en fait, je sais pas si vous avez vu dans le film, mais c'est vrai aussi dans Matrix. À aucun moment on nous explique pourquoi les robots sont si méchants. Vous voyez, ils veulent tous nous exterminer. C'est un fait qui est posé à titre préalable, mais on nous explique pas pourquoi. Et vous avez compris intuitivement que c'est beaucoup plus une projection de nos propres craintes face à la technologie qu'une analyse rationnelle des risques associés à la robotisation et à l'IA. Quand on essaie de regarder les choses, qu'on a essayé de faire avec le comité d'éthique, en fait, il y a trois questions dans le champ de la santé, mais c'est vrai sans doute ailleurs, qu'il faut se poser. Une question qui est la question de la responsabilité des professionnels. Alors là, je reviendrai, je regarde Jean-Marie Barbeau que je salue. Je reviens dans un instant sur l'impact sur les métiers. Là, la question de la responsabilité des professionnels, regardons-la d'abord sous l'angle de la question de la responsabilité juridique. Qu'est-ce que percute sur les responsabilités des professionnels, l'irruption de l'IA dans les prises en charge? Pour moi, pas grand-chose à ce stade-là. Pourquoi? Parce que notre droit traite ces questions de recours à des automates, à des robots, en fait, depuis très longtemps, avec deux régimes juridiques qui se combinent très bien, et qui aujourd'hui couvrent la totalité des cas de sinistralité constatés. Le premier régime, qui est un régime presque antique, c'est la responsabilité du fait des choses. Le gardien de la chose, vous voyez, celui qui est le gestionnaire de la machine, et le responsable quand un dommage se produit. Donc ça veut dire que ce sera, si vous avez recours à une solution d'IA ou une solution de robotisation, ce sera le professionnel libéral ou son assureur en ville, et ce sera l'hôpital ou son assureur quand on est en établissement. Responsabilité du fait des choses, l'IA ou le robot cause un dommage, et la responsabilité est appelée dans ces conditions-là. Sauf dans un cas qui est prévu par une directive européenne de 1985, qui a été transposée dans une loi française de mai 1998, qui est la responsabilité du fait en fait des producteurs en cas de robot, en cas ou de produit, en cas de dysfonction du produit. Et donc là, le principe est simple. Si le produit est dysfonctionnel, celui qui est responsable, c'est le producteur du robot ou de la solution d'IA. Vous voyez, les deux régimes se combinent très bien pour couvrir la totalité des cas de sinistralité. Et d'ailleurs, pour vous faire sourire, les solutions sont tellement, les questions sont tellement pas nouvelles que c'est dans le champ de la santé, et plus précisément dans le champ de la santé mentale, qu'a été développé un des premiers chatbots de l'histoire, qui s'appelle Elisa. Alors, c'est en fait un algorithmicien qui s'appelle Weizenbaum qui a conçu Elisa en 1962-63, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Et en fait, il invente une expérience. Alors, peut-être que vous la considérerez plus ou qu'on la considérerait plus aujourd'hui comme très politiquement correcte. En fait, il prend un groupe de 100 dépressifs et il leur dit, vous allez discuter avec une psychiatre qui est derrière l'ordinateur. Et donc, il prend le groupe, il le divise en deux. Il y a le groupe A qui discute avec une vraie psychiatre, et puis il y a le groupe B qui discute avec Elisa. Donc, c'est pas du tout de l'IA apprenante, c'est un chatbot avec des réponses préformatées. Comment allez-vous? C'est très intéressant ce que vous dites. Pourriez-vous aller plus loin? J'ai pas très bien compris. Pourriez-vous reformuler?
Et à la fin, Weizenbaum fait une enquête de satisfaction et il pose au groupe A et au groupe B la question: est-ce que ça vous a fait du bien? Et la réponse est équivalente entre le groupe A et le groupe B. Donc ça nous incite à la modestie. Ça montre que même au plus profond de ce qui est la santé mentale, l'intime, l'idée d'avoir recours à des programmes informatiques pour agir sur nous est pas du tout récente. Donc le droit s'est adapté. Ça couvre la totalité des cas rencontrés aujourd'hui, sauf un. Maintenant que vous êtes des spécialistes du blob, vous avez compris qu'il y a un certain temps de traitement de données, un certain temps de transformation de l'algorithme, où l'algorithme d'IA finit par ne plus ressembler, mais alors que très très lointainement, à sa forme originelle. Vous voyez, il a tellement appris, c'est tellement transformé que c'est devenu un programme nouveau. Et la loi de mai 98 dont je parlais sur la responsabilité des producteurs, même en cas de dysfonction de la machine, prévoit une clause d'exonération du producteur, qui est ce qu'on appelle le risque de développement. C'est un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Et donc vous avez compris le cas très concret d'un programme prenons l'exemple de mon IA de reconnaissance du mélanome. Il y a un moment où elle aura tellement traité d'images, elle sera devenue tellement plus performante que la version initiale que le producteur pourra dire, même en cas de dysfonction: écoutez, moi je suis plus responsable de ce programme-là, je ne pouvais pas anticiper la forme qu'il acquerrait au moment où je l'ai mis sur le marché. C'est ce qu'on pourrait appeler, vous voyez, le dommage de machine learning pur et qui aujourd'hui ne serait pas indemnisable. Alors, la recommandation qu'on a faite avec le comité d'éthique était de dire: il est vraiment urgent de ne pas traiter cette question dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique française, parce que vous avez bien compris le sujet, dans le contexte de compétition internationale et mondiale, si on se mettait à vouloir indemniser dans un cadre franco-français le dommage de machine learning pur, ce serait un repoussoir terrible pour le développement de solutions d'IA sur le territoire national. Donc la recommandation, c'est portons cette question au niveau européen. On peut essayer de calibrer des régimes de responsabilité sans faute en essayant de couvrir la question au fil de son développement. Première question, vous voyez, la responsabilité des professionnels. Là, il est vraiment urgent de ne pas légiférer, urgent de ne pas surréglementer si on veut capitaliser sur l'innovation permise par l'IA. Vous avez en revanche des questions qui se posent tout de suite et qui en fait sont des questions éthiques de deux ordres. Premier groupe de questions, là, ce qu'on pourrait appeler les risques de délégation. Vous allez comprendre ça très bien. Le premier cas, c'est le cas de la délégation de la décision médicale. Vous avez en fait le médecin qui se voit proposer une solution par l'IA, assis sur des centaines de milliers de cas, avec 99,9% de recommandations. Et le risque, c'est que le médecin se transforme en presse-bouton, ne se pose plus de questions, et que son esprit critique s'érode. Mais le risque vaut aussi pour moi comme patient, et là c'est ce qu'on pourrait appeler la délégation de consentement du patient. Exactement comme moi, quand je regarde Netflix le soir à la maison. Alors, faisons un petit test bordelais. Qui a Netflix? Levez la main. Netflix est peu présent à Bordeaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Netflix. C'est en fait un... Ou alors il y a des utilisateurs honteux, peut-être, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est un programme qui vous propose des séries, des films, et qui le fait avec un taux de recommandation. Donc moi, j'ai pas d'action chez Netflix, mais je suis un consommateur très très heureux parce que je ne regarde que les programmes qui sont recommandés à 98 ou 99%. Et donc, vous voyez, plus j'en regarde, plus l'IA qui a derrière Netflix me connaît, et plus elle me propose des programmes qui correspondent à ce que j'ai envie de voir avant que je le sache moi-même. Vous avez compris la logique, ce qui fait que, en fait, je regarde plus que ça. J'achète plus de DVD, je me suis désabonné de Télérama, je lis plus la presse spécialisée, je ne demande plus l'avis de mes amis, votre avis ne m'intéresse pas, et je suis de plus en plus heureux à regarder mes séries Netflix. Et donc vous avez compris la logique. Le phénomène, c'est pas du tout un phénomène juridique, c'est que ma capacité à dire non à un moment donné s'érode de la même manière que elle risquera de s'éroder si l'IA me propose cette thérapeutique-là, confrontée dans une situation de stress lié, le cas échéant, à un risque médical important. Vous voyez, les risques de délégation de décision médicale et de délégation du consentement. Et puis le deuxième groupe de risques éthiques qui se pose dès maintenant, alors question qui n'est pas spécifique à l'IA, qui est une question classique en santé publique et en médecine, je parle sous le contrôle des docteurs, qui est la question de la confrontation entre l'individu et le collectif. En fait, vous connaissez les lois d'Asimov.
les lois de la robotique, hein, c'est des lois de science-fiction. Quand Asimov écrit Run en 1942, il pose, comme dans l'une de ses lois, l'idée qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un intervenant humain. Sauf que quand il le fait, il imagine le robot et l'intervenant humain comme des entités individualisables, vous voyez, identifiables. Alors qu'avec la bascule avec Alan Turing, l'IA en fait ne fonctionne pas comme ça. C'est un programme qui en fait prend des décisions fondées sur des données collectées massivement et dans l'objectif de trouver la décision qui est la meilleure pour le plus grand nombre. Et oui, c'est pas tout à fait la même logique. Ça pourra aboutir concrètement à ce que l'IA juge rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse pour cette patiente en fin de vie, parce que les coûts correspondants pourront être mieux réalloués dans l'intérêt du plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est sans doute très bien pour l'efficacité du système dans son ensemble. On sera tous mieux soignés, mais vu de la personne en question, c'est évidemment un peu moins bien. Donc, vous voyez, de la logique, on revient au point de tension. Là, on parlait de la Chine tout à l'heure, entre l'individu et le collectif. Le risque, l'opportunité, c'est celle d'une amélioration majeure de la qualité du système. Le comité d'éthique disant qu'il serait absolument pas éthique, c'est ça le premier principe, de bloquer la diffusion d'innovation. C'est ça la première ligne d'analyse, vous avez compris. Mais pour accéder à cette innovation, on court un risque d'une certaine minoration de prise en compte de l'intérêt de la personne. Et en fait, c'est ce que j'essaie de décrire. Je vous parlais de l'autopromo dans un petit bouquin de fiction que j'ai écrit l'an dernier, qui s'appelle Sarah, une intelligence artificielle, et qui décrit la manière dont une IA réagirait à la gestion d'un risque d'épidémie d'Ebola. En fait, l'idée m'était venue. Alors, c'était à l'époque où j'étais DG de CHU, DG du CHU de La Réunion, et je travaillais avec Philippe à la conférence des DG de CHU. On avait eu avec les équipes du CHU de La Réunion, avec notamment le professeur Xavier Combes, bien connu ici, puisqu'il va rejoindre le CHU de Bordeaux dans quelques semaines, à gérer une suspicion de cas d'Ebola très très compliquée. J'entre pas dans les détails, mais pour rester politiquement correct, j'avais pas eu le sentiment pendant les 5 jours de gestion de la situation que les positions du ministère avaient été marquées du sceau d'une constante rationalité. Ça vous va? C'est politiquement correct, c'est bon. Et donc du coup, je m'étais demandé après, est-ce que ça aurait été mieux géré si ça avait été porté par une intelligence artificielle? Et vous voyez, la réponse, c'est que sans doute, pour l'intérêt du plus grand nombre, mais au prix peut-être de décisions, de choix péjoratifs pour certains individus que peut-être nous, comme décideurs humains, nous n'aurions pas pris spontanément. Vous voyez le point de sujet qui est une question classique, hein, la médecine du tri, la médecine de guerre, la médecine d'urgence, mais que là, l'IA peut porter sur une échelle hyperbolique. Et vous voyez bien que le sujet éthique réel, c'est la conjonction des deux risques. Délégation de la décision médicale, délégation du consentement du patient et minoration de la prise en compte des personnes sans qu'on s'en aperçoive. Exactement comme moi, quand je regarde Netflix, je suis très heureux de la qualité du service que je perçois parce que ça correspond à ce que je veux voir et c'est efficace, mais je ne vois pas ce que je perds au passage. Les séries françaises que je regarde plus, vous voyez, le regard critique me manque et il y a des coups d'opportunité, des situations individuelles que je ne vois plus. Vous voyez, le risque, c'est qu'il y ait ce caractère. C'est un process qu'Alexis de Tocqueville avait décrit dès 1840 dans La démocratie en Amérique. Vous voyez, cette notion de satisfaction émolliente qui fait qu'on perd le regard critique. C'est pas un sujet de technologie, mais c'est un sujet de dynamique lié au fait que on peut perdre ce libre arbitre face au développement de la technologie. Alors, je voudrais pas être trop long parce que l'heure avance. Comment est-ce qu'on peut réguler ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous avez bien compris le sujet. Et si on basculait dans un système du collectivisme sans recul, on viendrait à l'encontre d'un certain nombre de valeurs qui sont celles de la médecine française, de la médecine européenne, mais aussi de notre société démocratique. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter ça tout en obtenant les gains associés à l'innovation diffusée à l'IA? Il n'y a pas de réponse évidente, évidemment.
Mais ce que dit le comité d'éthique, et d'ailleurs cette position a été relayée par la mission d'information de l'Assemblée nationale pour la révision de bioéthique, qui était dirigée par le professeur Jean-Louis Touraine, et par son homologue au Sénat, qui est porté par Alain Milon. Et donc du coup, les recommandations qu'on a faites pour le comité d'éthique ont de bonnes chances de figurer dans la prochaine révision bioéthique. Donc, je vous disais, pas de réglementation, pas de surréglementation. Modulo 2 points. D'abord, un élargissement du devoir d'information du médecin à son patient pour que le patient soit informé préalablement à l'application de la thérapeutique de ce que la proposition thérapeutique qui lui est faite est assise sur la recommandation d'une intelligence artificielle. Je vous informe que la solution que je vous propose m'a été recommandée par cette solution d'intelligence artificielle, de l'information. Et puis la deuxième insertion, qui est plus nouvelle, c'est l'idée d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez déjà perçu intuitivement, et à vrai dire, il ne faut pas dans la loi en mettre plus que ça, sinon on va retrouver le risque de surréglementation et de blocage de l'innovation. C'est l'idée d'établir un certain degré de supervision humaine, non pas à chaque étape, parce que si on se met à pister l'IA étape par étape, on bloque l'innovation, et donc du coup on crée un problème éthique plus lourd que celui qu'on voulait régler, mais à des points critiques, à des moments permettant de s'assurer que les risques éthiques dont je parle peuvent être au moins, si on n'arrive pas à les éviter complètement, au moins circonscrits. Et ça passe non pas par de la loi, mais par des outils pratiques. J'en donne deux exemples. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler, et le comité d'éthique avait retenu cette terminologie, la télémédecine de garantie humaine. Et ici à Bordeaux, il y a une expérience ancienne de télémédecine. L'idée, c'est que il y a dans notre droit la télémédecine, ou même plus précisément la téléexpertise. C'est quand un médecin de première ligne n'est pas sûr de son diagnostic et va appeler un médecin de référence, solliciter un avis expert pour l'aider à prendre du recul sur le cas. Et vous voyez, cette situation-là, la téléexpertise, peut très bien s'appliquer à la question du diagnostic posé en première intention par l'intelligence artificielle. Sauf que là, le médecin ou le patient dira, il aura un doute par rapport à la situation réelle qu'il rencontre. Le diagnostic posé par l'IA, il l'achète pas, entre guillemets. Donc, du coup, il appelle tel professeur pour lui demander son avis et l'aider à prendre du recul par rapport au cas. Facultatif, ça peut pas être posé en obligation, mais vous voyez, là, l'avantage, c'est qu'en droit, il n'y a rien à faire. Ça existe déjà dans la loi et ça peut très bien être utilisé pour ce cas d'usage-là. Et depuis la convention médicale et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, on a donné une certaine valeur à ces actes de téléexpertise. Il y a quelque chose à faire avec ce vecteur. Deuxième exemple d'outil pratique, l'idée d'un collège de garantie humaine de l'IA à une échelle significative. Alors là, évidemment, ça faut pas le faire partout, mais là, évidemment, ici à Bordeaux, manifestement, il y a la taille critique pour ça. Avoir un collège qui associe à la fois des médecins, des soignants, des représentants des patients, et qui viennent a posteriori. Alors là, vous avez compris, télémédecine, téléexpertise, et je demande un avis avant d'appliquer un deuxième avis avant d'appliquer le traitement. Le collège de garantie humaine, c'est un autre outil qui est en fait un outil, on dit en médecine, de revue de cas pluridisciplinaire, méthode de RCP, où vous allez tous les 2 ou 3 mois aller chercher 20 ou 30 cas traités par l'algorithme sur lequel vous allez appliquer un deuxième regard humain a posteriori. Vous voyez, l'idée, c'est de piloter le développement de l'IA apprenante, le développement du machine learning, pour essayer de regarder si les risques délégation de décision, délégation de consentement, écrasement de l'individu versus le collectif se vérifient en pratique sur des cas réels. Et là, on est plus dans du pilotage qualité que dans de la réglementation pour essayer de suivre le développement de l'IA. Ouais, c'est des outils de ce type, et à vrai dire, je pense qu'il ne faut pas faire beaucoup plus à ce stade, sinon on bloquerait l'innovation. Dernier point avant d'ouvrir la discussion, l'impact sur les métiers de la santé, c'est vraiment une question majeure qui, dans un contexte où vous avez vu les pouvoirs publics se sont fortement saisis du sujet de l'IA. Président de la République, le rapport de Cédric Villani, la ministre de la Santé, il y a eu des initiatives qui ont été portées, un peu d'argent qui a été mis, mais il y a encore sans doute un angle mort qui est celui de l'adaptation des métiers sur ces questions, où on a pris du retard. Alors la France
beaucoup, mais pas que la France, pour essayer d'anticiper un peu ce que tout ça donnerait dans les impacts sur les métiers. Et à vrai dire, le débat public sur ces questions, c'est assez mal emmanché à ce stade, avec beaucoup de préjugés qui sont portés dans la place publique. Alors, et avec beaucoup d'études qui ont été faites un peu à tort et à travers, alors qui n'étaient pas spécifiques au secteur de la santé, mais qui nous annonçaient d'un côté des suppressions d'emplois absolument massives, et de l'autre des études qui annonçaient des créations de postes absolument mirifiques, avec des assistants de vie virtuels qui allaient se déployer partout pour nous promettre un avenir radieux. En fait, il fallait voir qui finançait l'étude en général pour en prédéterminer les conclusions. Alors, on a essayé avec l'équipe d'Etikia et avec l'Institut Montaigne de faire un petit travail un peu plus objectif, si on peut l'être. Il y a d'autres acteurs qui se sont mobilisés, le think tank qui s'appelle Hashtag le plus important. Donc, on a publié cette étude au mois de janvier. Je vous donnerai les références, en mobilisant les travaux disponibles, en faisant un travail d'audition d'acteurs du secteur et en menant un travail au réel, tâche par tâche, à partir du répertoire des métiers de la santé, pour essayer de qualifier quelles étaient les choses. Et notre ligne d'analyse, qui va peut-être vous surprendre, c'est que l'impact ne concerne pas en première intention les professions médicales et soignantes. Et dans le débat public sur l'IA, vous avez une figure quasi emblématique, c'est le radiologue espèce en voie de disparition. Comme l'IA se développe très vite sur la reconnaissance d'images, la profession de radiologue serait condamnée à la disparition. Alors, quand on regarde le champ des professions médicales, c'est vrai que l'impact sera plus fort pour les professions dont la matière première est déjà du code numérique. Radiologue, dermato, ophtalmo, je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Mais de là à prédire la disparition de la spécialité, il y a vraiment un pas qu'on ne peut pas franchir parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes technologiques. Et parce qu'il y a une notion qui aujourd'hui est très peu intégrée dans le débat public. C'est un sujet que tu as bien analysé, Jean-Marie, dans l'ouvrage que tu as porté qui vient de paraître sur le dialogue social. Ces effets de coopération qui se renforcent entre professions. Il y a des responsabilités médicales, mais il y a aussi des responsabilités soignantes. Et par exemple, dans le cas du radiologue, l'avenir de la spécialité s'écrit en fonction aussi de l'avenir de la profession paramédicale adjacente, qui est là le manipulateur radio. Et imaginez, la suite du film peut être très différente. Et effectivement, la spécialité de radiologue peut être menacée si on élargit complètement le champ de délégation de compétences du manip radio pour lui permettre de traiter directement avec l'IA et de diagnostiquer. En réalité, c'est pas le chemin qui se prend aujourd'hui. C'est même plutôt l'inverse. Vous avez une profession médicale, radiologue, qui s'est saisie du sujet de l'IA, qui s'est dotée d'outils de pilotage à l'échelle de la profession et qui, sur le fond de son activité, se déplace progressivement vers une activité à plus haute valeur ajoutée que le seul diagnostic d'image et vers une activité plus interventionnelle. Et donc, du coup, la spécialité évolue de la même manière que les biologistes, il y a 20 ans, s'étaient adaptés à la robotisation et en sens inverse, se déploient des solutions de robotisation d'aide à la mise en place des patients sur les tables de scanner. Et là, c'est plutôt le détache du métier de manip radio qui sont menacés. Donc, vous voyez, l'histoire n'est pas écrite, vraiment pas, et ça dépend de choix politiques à faire sur le périmètre d'ouverture des fonctions de la profession paramédicale. En revanche, si l'histoire est incertaine sur les professions médicales et soignantes, elle nous semble plus écrite, voire beaucoup plus écrite, sur tout ce qui relève des fonctions support. L'administration, la gestion, les fonctions RH, la logistique, et y compris la logistique médico-technique accolée aux pharmacies et aux labos. Pourquoi? Parce que vous avez dans toute une série de secteurs de la vie économique et sociale hors du champ de la santé des solutions d'IA déjà très très largement diffusées qui sont opérationnelles. Donc il n'y a pas de raison que ces solutions ne se diffusent pas dans le secteur, et à vrai dire, elles le font déjà. Avec toute une série de cas d'usage, on pourrait certainement aller plus loin, de recours à des solutions de pilotage algorithmique ou de pilotage robotisé sur ces fonctions de back-office du soin. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la relation soignant-soigné, mais dans le back-office de ces fonctions. On a essayé de chiffrer ça en regardant encore une fois la granularité tâche par tâche du répertoire de métiers de la fonction, des répertoires de métiers de la santé, pour essayer de regarder ce qu'était le potentiel d'automatisation pour un métier, par exemple pour les secrétaires médicales. On considère qu'il y a 60% des tâches qui pourraient être mises en œuvre par des intervenants IA ou robots. 60% des tâches.
en essayant à chaque fois d'établir une fourchette basse et une fourchette haute. Et quand on extrapole ça à l'échelle du secteur de la santé, la fourchette basse, ça donne 40 000 équivalents temps plein automatisables, et la fourchette haute, 80 000. Alors, ça paraît beaucoup, c'est beaucoup, mais c'est à mettre en perspective du 1 200 000 emplois du secteur. Il n'y en est pas dans une purge telle que certains annoncent, et surtout on s'entend bien, on parle là de potentiel d'automatisation. Entre la détermination d'un potentiel et la mobilisation du potentiel, il y a un écart. Mais les chiffres sont évidemment suffisamment significatifs pour recommander de manière vraiment urgente le déploiement d'un vrai chantier de gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences, de mobilisation d'outils de formation initiale et continue, pour essayer d'anticiper ces changements et adapter les métiers, pour essayer de faire en sorte qu'on ne mette pas des professionnels qui aujourd'hui occupent des fonctions qui ont vocation à être remplacées par des machines dans des situations génératrices vraiment de tensions, de risques psychosociaux dont certains se manifestent déjà. Donc, il est vraiment temps d'enclencher cette initiative. Est-ce que il est encore temps? J'ai pas la réponse, mais évidemment, on peut savoir que si le chantier est pris à bras le corps, avec des bons exemples qui doivent être relevés. On a analysé dans l'étude Montaigne ce qui se passe à Valenciennes, notamment. La notion d'automatisation, digitalisation est une des composantes du projet stratégique de l'établissement et de son projet social. Donc, on peut faire les choses. Et puis avec des signaux ou des raisons d'être optimiste, parce que je pense qu'il y a eu vraiment en 2018 une bascule des consciences sur ces questions-là. La conférence des doyens de faculté de médecine, par exemple, a annoncé le déploiement dans l'année qui vient d'un module de formation des étudiants en médecine dès le début du cursus aux enjeux de l'IA et de la médecine algorithmique, et puis de développer des contenus de formation, le cas échéant numérique, avec, vous savez, ce groupement d'intérêt public qui est l'Université numérique en santé, qui fédère toutes les facs pour essayer de développer des contenus de sensibilisation des étudiants en médecine. Ça avance de ce côté-là, un peu moins du côté des professions soignantes, même si on en voit les premiers signes. Et puis ça avance aussi sur le terrain de la formation continue. Par exemple, l'Agence nationale du développement professionnel continu, vous savez, qui est l'outil de formation médicale continue, a inscrit l'intelligence artificielle comme priorité, comme orientation prioritaire dès 2019. Donc, ces petits signaux, des petits déblocages, mais vu l'ampleur du chantier, pour rattraper notre retard, il faudra vraiment une mobilisation portée politiquement au plus haut niveau. Il y a des bonnes intentions qui ont été exprimées. Il y a Dominique Pont qui a été désigné pour piloter la transformation numérique du système. Et là, vous voyez bien, vu l'ampleur du sujet, il faudra des modes de pilotage énergiques pour que on rattrape notre retard. J'ai déjà été beaucoup plus long. Je regarde Sébastien, je cherche Sébastien du regard. Il est au fond que le canevas imparti. J'essaie juste de me résumer en un instant. Vous avez compris que l'intelligence artificielle n'est plus du tout en santé, n'est plus du tout un sujet de science-fiction. Vous avez de multiples cas pratiques opérationnels qui se développent aujourd'hui beaucoup plus hors d'Europe et de France que sur notre continent, même si j'ai essayé de vous montrer, on a des ressources à faire valoir et qu'il faut les faire valoir rapidement. Sinon, les professionnels et les patients voteront avec leurs pieds et profiteront des solutions de la porosité permise par le numérique pour avoir recours à ces solutions ailleurs. Il faut bien mesurer ce que ça peut percuter sur le principe de solidarité du système. Parce que ceux de nos concitoyens qui pourront avoir accès à cette innovation en médecine algorithmique, si elle n'est pas conçue en France, c'est ceux qui pourront payer les 100-150 $ pour avoir un accès rapide aux soins. Et donc, si on n'y prend pas garde, si on ne développe pas l'innovation puissamment et rapidement ici, en fait, c'est le principe de solidarité de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, qui sera rapidement fragilisé. Donc ça, c'est première notion. L'IA est déjà une réalité de maintenant. La deuxième notion sur les enjeux éthiques, le message central du comité d'éthique, c'est que le risque éthique principal, ce serait de se bloquer ou de se fermer face à l'innovation, et qu'on peut développer autour de la notion de garantie humaine de l'intelligence artificielle des outils pratiques permettant de réguler les risques, pas les risques fantasmés, pas les risques lointains comme les risques sur la responsabilité des professionnels, mais les risques immédiats qu'il faut traiter tout de suite avant qu'ils se concrétisent sans qu'on s'en aperçoive. Délégation de décision du médecin, délégation de consentement du patient,
risque d'écrasement de l'individu par rapport au collectif. Et puis, ces mouvements-là doivent s'accompagner d'une initiative puissante pour essayer d'accompagner la transformation des métiers, formation initiale, formation continue. Et ça, c'est vraiment un sujet de 2019. Si on ne prend pas ce tournant en 2019, là, il est clair que dans un an, il sera trop tard pour permettre à notre système de santé de prendre ce tournant de la révolution de l'IA. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, juste quelques réflexions pour poursuivre sur la voie que vous avez tracée. Sur le risque de développement, vous avez évoqué effectivement cette possibilité pour le producteur d'échapper à toute responsabilité s'il démontre qu'au moment où il a mis le produit en circulation, l'état des connaissances scientifiques ne lui permettait pas de déceler le défaut du produit. Le projet de réforme de droit de la responsabilité civile prévoit de revenir sur ce mode d'exonération précisément sur les produits de santé. Donc c'est vrai que la définition de produits de santé est un enjeu majeur par rapport à cela. Et est-ce que l'IA fera partie des technologies impactées par cette absence d'exonération? Donc ça, c'est une première remarque. Après, une seconde remarque, c'est sur l'aide au diagnostic. Vous avez très bien expliqué, effectivement, l'avancée qui est extrêmement rapide. Et donc, je crois que si l'intelligence humaine se place en rivalité avec l'intelligence artificielle, le combat est perdu. Elle est meilleure que nous. Voilà. Donc, l'idée, c'est de collaborer avec l'intelligence artificielle et travailler ensemble. Je crois l'idée en médecine, c'est peut-être justement aller là où il n'y a pas l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, déplacer l'humain, finalement. Parce que si on se met en confrontation, on va perdre. Elle est là pour nous aider, mais si on veut continuer à exister, développer nos capacités, il faut peut-être aller ailleurs. Et là où elle n'est pas bonne, c'est sur les compétences transverses. C'est-à-dire, quand elle est dans son couloir, l'intelligence artificielle, elle est super forte. Vous donnez effectivement des clichés, etc., elle analyse très bien. Par contre, dès qu'elle a des compétences multiples, elle n'est pas bonne. Et le génie de l'homme, finalement, c'est ça. C'est d'être capable d'analyser des données dans des couloirs tout à fait différents et parfois éloignés. Et je fais l'analogie, moi, par rapport aux médecins. C'est vrai que peut-être le défi de la médecine, c'est peut-être de se déspécialiser. C'est-à-dire que dans les spécialités hyper pointues, l'IA sera plus forte. Par contre, dans une analyse transverse, humaine, on aura encore l'avantage par rapport à elle. Donc ça, je pense que peut-être dans le cursus, dans la mode de formation des médecins, il ne faut pas oublier aussi que ça va très vite. Et que les médecins que l'on forme aujourd'hui, le gamin qui est en train de passer son bac, qui dit « moi, j'aimerais bien être médecin », il sera médecin dans 5, 10, 15 ans. Et l'IA, dans 15 ans, mais elle aura fait des bonds de géants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui même, réfléchir à cela, alors que finalement il arrivera en tant que médecin dans 10 ou 15 ans, le monde sera tout à fait différent. Donc c'est vrai que la temporalité, il faut vraiment y faire très très attention. Après, un champ auquel je pensais, c'est celui de la recherche. La recherche et l'IA. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je trouve assez intéressant. Parce qu'on voit souvent des études faites avec des cohortes de 100, 150, 200 personnes, 300 personnes, extraordinaire. L'intelligence artificielle, 200, 300 personnes, pour elle, c'est une donnée insignifiante. C'est-à-dire que la donnée majeure pour nous devient insignifiante pour l'IA. Elle résonne sur des millions de personnes. Donc la recherche va être totalement métamorphosée par rapport à ça, et donc avec des résultats dans lesquels finalement on arrivera à une quasi-certitude, puisqu'on aura finalement un panel beaucoup plus grand. Ce qui m'interroge, moi, ce sont les diagnostics ou les résultats aberrants. Car on sait très bien qu'on a pu faire des découvertes scientifiques importantes à la suite d'erreurs ou d'éléments aberrants. Or, l'intelligence artificielle, elle ne se trompe pas. Exactement. Et donc, la force, je dirais, de la recherche humaine, c'est parfois de se planter pour trouver. Avoir pris la mauvaise route pour arriver à un résultat. Il ne faut pas oublier que cette intelligence artificielle, moi, j'aime pas trop d'ailleurs l'appeler intelligence artificielle. Je préfère l'appeler intelligence sans conscience. Ça la rend déjà un peu moins sympathique. Voilà. Mais c'est un peu plus le reflet de ce qu'elle est. Elle ne sait même pas qu'elle est. Donc, vous donniez l'exemple, effectivement, du coût. Si ça coûte moins cher à la collectivité de laisser mourir un individu, ben on le laissera mourir. Je veux dire, le choix, à partir du moment où on a une intelligence sans conscience, froide, il n'y a aucun problème. Donc, au niveau de la recherche, là aussi, il y a plein de choses qui, à mon avis, sont à approfondir sur ces points-là.
Après, une dernière remarque, et puis après, je vous laisse répondre, et puis évidemment, la salle pourra discuter avec nous. C'est sur le diagnostic. Vous avez parlé de l'aide diagnostique. Je veux dire, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On ira demain à la délégation de diagnostic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que le diagnostic de l'intelligence artificielle est meilleur, on ne va pas s'en priver. Bon. Ce qui m'interroge, moi, c'est qui est derrière l'intelligence artificielle. Alors, je suis toujours un petit peu soupçonneux. Imaginons qu'on ait l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on ne va pas me diriger vers des traitements médicaux, par exemple, à haute valeur ajoutée? Quelles sont les garanties, finalement? Aujourd'hui, le prescripteur, c'est le médecin. Et on sait parfois que l'industrie pharmaceutique peut faire pression ou fortement conseiller, à tort ou à raison. Je ne vais pas jeter l'opprobre sur l'industrie pharmaceutique. Heureusement qu'elle est là, hein, ce n'est pas la question. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où l'IA vient suggérer un diagnostic qui n'est plus tellement celui du médecin, en réalité, qui est celui de l'IA, validé par le médecin, mais de manière assez formelle. Si derrière cette IA, il y a l'industrie pharmaceutique, bon, on risque peut-être aussi d'avoir quelques difficultés. Donc, mais là, on a des garde-fous qu'on pourrait mettre en place assez facilement. Mais il ne faut pas non plus être trop naïf, je crois, sur ces questions, parce qu'il ne faut pas sous-estimer les coûts de développement de l'IA, qui finalement peuvent assez difficilement être supportés, vous l'avez très justement dit, par des fonds publics. Or, on voit que ce sont des investissements privés massifs, et les investissements privés, ils attendent un retour sur investissement. Et c'est normal. Donc, attention à cela. Voilà, c'est juste quelques réflexions supplémentaires à votre propos. Et si vous voulez éventuellement... Ah oui, non, j'y souscris complètement à ce que vous avez dit. Et peut-être en apportant peut-être deux réflexions qui sont complètement dans le prolongement. Vous voyez bien ce que vous dites sur la recherche ou sur les risques d'instrumentalisation de ces programmes informatiques qui sont réels et qui pourtant ne doivent pas nous faire renoncer à développer ces solutions là en France, parce que si on les développe pas ici, elles s'en développeraient ailleurs dans des cadres dont on ne pourra pas garantir le caractère éthique a priori. Mais ça dit quelque chose en fait finalement de ce qui est la régulation en pratique qu'il faut faire. Et dans le débat public sur l'IA, vous avez sûrement entendu des personnes très spécialistes de ça expliquer que pour piloter des algorithmes, il faut les rendre transparents et explicables. Alors au début, on était très minoritaire à expliquer que c'était pas du tout opérationnel. Et maintenant, c'est cette idée-là que la transparence et l'explicabilité, je dis pas qu'elle servent à rien, mais c'est une notion parmi d'autres. Je m'explique. Vous voyez l'idée de transparence du code. Si vous investissez des millions d'euros pour créer un algorithme d'aide à la décision médicale, que vous le faites en respectant des principes éthiques, et puis que vous décidez de mettre le code sur la place publique, c'est que vous n'êtes pas très attentif à vos intérêts industriels et que vous voulez donner à coup sûr les mains ou les clés du camion à un opérateur qui sera moins éthique que vous. Vous voyez, la notion de transparence a ses limites. Et de la même manière, très justement, comme vous le dites, l'idée d'explicabilité est assez contradictoire en partie à la notion, là encore une fois je parle sous le contrôle des éminents chercheurs qu'il y a dans la salle, à l'idée de recherche médicale. Il y a de l'explicabilité dans la recherche médicale, mais quand la recherche avance, elle avance aussi par tâtonnement et par des éléments qui ne sont pas explicables. Et il y a, alors je vous donne un exemple précis, va nous aider à produire ou à faire émerger des causalités inexplicables, a priori. Par le traitement massif de données, elle va mettre en relation des facteurs auxquels on n'avait pas pensé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines a été publiée une étude montrant sur une cohorte assez large de patients ayant Alzheimer que chez 70% de ces patients, il y avait la présence de bactéries des gencives qui avaient migré dans le cerveau. Et donc, du coup, à partir de cette étude-là, pilotage massif de données, se développe un champ de réflexion sur le mode, finalement, est-ce que Alzheimer serait pas une infection bactérienne qui se traiterait par antibiotiques? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'en sais rien. Vous voyez, c'est peut-être un artefact de statistique, mais au moins ça ouvre un champ de réflexion, de la même manière peut-être sans doute que quand Pasteur a inventé son vaccin, il savait pas ce qu'il inventait au départ. Vous voyez, l'IA va nous faire apparaître des éléments non explicables a priori qu'on va chercher à rationaliser après au fil du progrès médical. Et donc ça vous montre, et c'est pour faire un petit coup cette fois d'autopromo
a priori, un peu le but de ce qu'on va essayer de faire avec Sébastien dans le livre qui va sortir là dans quelques semaines chez LEH, Bonne Maison, c'est essayer de regarder les techniques de maîtrise du pilotage par les données de santé. Oui, c'est pas des enjeux il y a un peu de droit, mais c'est d'abord du management pratique. C'est en gros comment est-ce que les décideurs administratifs, médicaux, mais aussi les représentants des patients peuvent s'approprier ces outils-là en inventant leur technique de pilotage de ces sujets-là pour suivre en fait la machine en continu. Oui, c'est ça le message central. Si on pose des normes ex cathedra, on peut être sûr que l'intelligence artificielle apprendra assez vite et très vite pour pouvoir les contourner. Mais il faut définir des outils de pilotage réels. Et c'est ça l'enjeu majeur, quoi. Peut-être si vous souhaitez Réagir à votre tour prendre la parole, il y a un micro qui doit se promener avec ses petites jambes dans la salle. Oui. Non. Attendez, Juste, attendez, on va vous amener un micro, le micro pour que tout le monde arrive. vous entende. Oui. Oui, ça doit marcher, oui. J'avais une question concernant au niveau de la recherche en France. En fait, ce qu'on trouve actuellement sur la nanorobotique, est-ce que c'est très avancé ou c'est au stade vraiment Oui. Globalement, c'est vrai pour la nanorobotique, comme c'est vrai pour le champ de l'IA et de la robotique dans son ensemble. La France est très avancée sur la recherche fondamentale. On a des mathématiciens de très très haut niveau, des centres de recherche vraiment du meilleur calibre international. Je parlais d'INRIA tout à l'heure, il y en a d'autres. On est vraiment très très bon sur cette partie-là fondamentale. En revanche, on l'est nettement moins sur la production d'outils industriels qui se déploient à spectre large sur nos marchés ou dans le système de santé. Il manque la strate intermédiaire qui est la strate de la recherche translationnelle pour aller se projeter sur des applications pratiques. Et d'ailleurs, cette excellence de la recherche fondamentale française dans ces techniques-là est bien vue depuis l'étranger, puisque que ce soit les États-Unis ou la Chine, ils payent très très lourd nos chercheurs pour aller venir alimenter leur centre de recherche. Donc il y a un vrai enjeu d'attractivité de ces fonctions, mais aussi d'attractivité de la recherche médicale, parce que vous avez des doubles cursus qui se développent. C'est vrai pour les médecins, mais c'est vrai aussi pour les managers d'établissement. Des cursus intégratifs qui intègrent de plus en plus de numérique et de maîtrise de ces outils. Donc si on n'investit pas aussi dans ces ressources-là d'excellence, elles s'évaporeront hors de nos frontières. C'est un des thèmes qui est clairement posé dans le rapport Villani qui définit notre stratégie nationale sur l'IA. Mais vous avez bien compris que ces questions, elles sont aussi et d'abord européennes. Alors, peut-être le micro arrive. Vous nous expliquez, donc nous manquons de financement. Oui, c'est mieux. Nous manquons de financement pour passer en recherche appliquée, mais pas seulement. Lorsqu'on arrive également à mettre sur le marché des produits, je pense par exemple au robot Rosa qui a été mis sur le marché par une société de Montpellier. Lorsque le robot a été opérationnel, il a été tout de suite acheté par les Américains. Oui. Donc on n'a pas seulement un problème de financement de notre recherche, mais on a un problème majeur également de financement de nos entreprises pour qu'elles restent dans le giron français. Et on a un sujet exactement. La question financière est réelle, mais il faut pas. C'est pas le seul paramètre. Vous avez une question de délai d'accès au marché. Avec des procédures de mise sur le marché sur ces innovations qui sont plus compliquées ici qu'ailleurs. Alors,
avec une part de justification. Vous voyez, il y a, à l'heure de l'IA, les patients et les professionnels voudront avoir confiance dans les produits. Donc l'idée d'avoir des process de mise sur le marché qui permettent de s'assurer de cette confiance-là est plutôt une chance. Mais il y a tellement de temps, il y a tellement d'écart de délai entre ce que font aujourd'hui nos autorités de régulation européennes et ce que fait la FDA américaine, que je peux vous donner une dizaine d'exemples de start-up françaises d'IA en santé de très très haut calibre qui ont développé leurs produits ici, mais les ont fait mettre sur le marché d'abord aux États-Unis pour obtenir l'agrément de la FDA, et une fois l'agrément de la FDA obtenu, rendre plus facile l'obtention du marquage CE pour aller sur le marché européen. Et on arrive à ce genre d'absurdité. Il y a une question au bout de la salle, puis après, au milieu. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question un peu à tonalité, on va dire, écologique. Vous dites que l'utilisation de grandes banques de données va être beaucoup plus importante dans le temps. Vous parlez du terme hyperbolique. Qu'est-ce qu'il en est de la prospective, de la réalité physique de la gestion de ces données en termes de capacité de stockage, d'utilisation de l'énergétique? Oui. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un mur à un moment donné ou pas? Oui. Alors, vous mettez l'accent sur un point majeur et en même temps, vous voyez ma mémoire naturelle est moins performante que celle de l'IA, parce qu'il y a vraiment un excellent bouquin qui est sorti sur le sujet, dont le nom va me revenir il y a quelques semaines, et qui en fait étudie très précisément le coût carbone de la production numérique. Je vous prie de m'excuser, je vous donnerai la référence, on vous la fera passer. Et c'est vraiment un bouquin chouette à lire, parce qu'il montre que, par exemple, vous voyez sur mon iPhone, vous avez en fait l'iPhone est un des produits, enfin c'est vrai pour l'iPhone, c'est vrai pour Samsung, et ce sont des produits parmi les plus consommateurs en métaux rares. Et pour aller chercher des métaux rares, il faut beaucoup d'eau, et il faut creuser très profond. Et d'ailleurs, la Chine est devenue aujourd'hui de très loin le premier producteur de métaux rares. Et donc, du coup, il faut les importer. Et donc, du coup, avoir des avions, des bateaux. Et donc, du coup, c'est faux de penser qu'effectivement, la transition numérique serait un truc complètement dématérialisé, que ce serait absolument chouette d'un point de vue écologique à tout niveau. C'est pas tout à fait vrai. C'est même pas vrai. Alors, il faut quand même ce raisonnement qui est très documenté, encore une fois, dans l'ouvrage dont je vous redonnerai la référence. Il faut le mettre aussi un peu en perspective, parce que certes, il y a un coût écologique en valeur absolue de la transition numérique qui est réel, mais qu'il faut mettre en perspective ou contrebalancer par le coût carbone de nos usages actuels ou de nos comportements actuels auxquels se substitue le numérique. Vous voyez, la balance est à faire. Mais en tout cas, effectivement, c'est faux de dire que le monde numérique est un monde qui est vierge de tout nitrate. D'un point de vue écologique, c'est pas vrai. Bonsoir. Vous évoquez dans votre livre que, contrairement à ce qui est couramment cru, l'intelligence artificielle se développerait plus dans les systèmes de santé les moins performants, oui, et les zones géographiques les moins développées. Est-ce que vous pouvez expliquer plus votre point de vue? Merci. Je vous parlais c'est quelque chose qu'on regarde dans l'étude dans le livre, et puis dans la machine de Médecins et moi, et puis dans l'étude de Montaigne. Il y a des préjugés sur la partie RH, et il y a des préjugés sur la manière dont l'IA peut se déployer. En fait, ça renvoie en fait aux catégories que j'ai essayé de tracer. Oui, c'est pas des catégories scientifiques, mais vous avez en gros de l'IA de pointe, celle qui se développe ici à Bordeaux, la médecine d'excellence, où on va avoir un niveau de requérance en force de frappe de data center, mais aussi en force de frappe de chercheurs, de mathématiciens, d'acteurs capables de produire des solutions d'IA de pointe correspondant à de la médecine de spécialité d'excellence. Mais à côté de ça, vous avez ce qu'on pourrait appeler de l'IA de prêt-à-porter, ce que j'appelais tout à l'heure les solutions d'IA généralistes. Vous voyez, c'est des solutions d'IA, un peu comme moi avec Netflix et les séries télé, qui ne visent pas la pointe, mais qui visent à apporter une réponse satisfaisante à des besoins de santé courants. Vous voyez, une espèce d'optimum de satisfaction. Et ce type de solution-là, vous comprenez bien, a une cible marketing qui est d'abord les pays en développement,
mais aussi les territoires de nos pays qui sont marqués par des fragilités de réponse médicale, ce qu'on appelle un peu rapidement les déserts médicaux, et que vous pouvez avoir aussi un déploiement de solutions de médecine algorithmique défensif dans ces établissements de santé que l'on identifie, qui fonctionnent aujourd'hui très largement à coup de remplaçants parce que le plateau technique n'a pas la taille critique pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Vous pouvez avoir des stratégies comme ça de déploiement défensif de l'IA qui viseront à répondre à des besoins immédiats dans un contexte de pression politique. On l'a vu dans les suites du grand débat croissant sur ces sujets. Et vous voyez bien le risque, c'est que si on maintient comme ça, à coup de palliatifs, de médecine algorithmique de première intention, des structures qui n'ont plus de projet médical réellement lisible ou de stratégie à moyen terme, le risque c'est que quand la structure s'effondrera, elle s'effondrera beaucoup plus brutalement que si on avait eu des stratégies d'accompagnement dans une logique vraiment de territorialisation de l'offre de soins. C'est ça l'enjeu, hein, par rapport à ce qui, alors je ne veux pas faire de jargon, mais à ce qui se passe aujourd'hui dans le champ public, le déploiement des groupements hospitaliers de territoire, le déploiement de la responsabilité populationnelle en santé. Le déploiement de l'IA peut être et de la télémédecine peuvent être des accélérateurs de cette meilleure accessibilité de l'offre de soins, de cette meilleure lisibilité des parcours de prise en charge, mais dans certains cas, et à mon avis beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense a priori, ces solutions-là pourront être utilisées pour défendre des situations d'offre de soins que l'on considérerait aujourd'hui comme non sécures en termes de qualité de prise en charge des patients. Oui, c'est un peu le thème. C'est un peu, vous voyez, le thème, le sous-jacent. Le problème, c'est pas la technologie elle-même, c'est la manière dont on l'utilise et la doctrine d'emploi qu'on se donne. S'il vous plaît, oui. Une question orientée sur l'éthique individuelle et sociétale. Oui. Nous voyons quel est effectivement l'impact du diagnostic lié au pourcentage extraordinaire des résultats qui peuvent devenir une véracité et une crédibilité pour les médecins et pour la société. Pourriez-vous nous faire part de votre regard concernant une projection dans les interrelations sociétales? Si nous arrivons dans cette direction, peut-il y avoir une interrelation future avec une médecine prédictive, de là avec des assurances prédictives concernant les risques et le profil d'une personne ou d'un patient, et en conséquence d'une justice prédictive en dernier ressort? Merci. C'est une belle question. C'est une belle question. Alors, c'est un thème que j'aborde un peu dans Sarah, une intelligence artificielle. Là, c'est plutôt de l'anticipation. J'essaie de positionner le sujet, alors pas trop loin, ça se passe en 2025, mais dans un univers où on aurait des robots très très largement déployés dans notre vie de tous les jours. Et à vrai dire, depuis que j'ai écrit ce petit bouquin-là, je l'avais écrit au printemps 2017. En fait, il y avait j'avais mis dedans des options que je pensais être vraiment des trucs complètement barrés de science-fiction improbable. Et en fait, le fait constant là depuis 18 mois, c'est que toutes les prédictions que j'avais faites étaient en dessous du réel de mars 2019. En fait, on arrive vers ces situations-là et ces risques-là de déshumanisation plus vite que ce que je le pensais il y a ne serait-ce que 18 mois. D'où l'intérêt de déployer cette régulation éthique. Alors, pour autant, le pire est pas sûr. Déjà, le fait que là, ce soir, vous organisiez une session comme ça montre que, oui, le débat public, il existe, que il y a une prise de conscience qui se fait. Mais vous voyez, le sujet, c'est vraiment celui de l'automatisme. Alors, après, quand on dit ça, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience. Moi, j'en ai fait l'expérience dans un cas pratique que je développe, que j'avais connu à La Réunion sur la question de l'insuffisance rénale chronique. Ça m'est arrivé de rencontrer des acteurs pires que des machines, des personnes pires que des machines. Vous voyez, quand on analyse les sujets de santé,
Il faut se défier aussi d'un discours très dogmatique sur le mode la machine est mauvaise en soi. Non, la machine n'est pas mauvaise, elle n'a pas d'intentionnalité, elle n'a pas de conscience, comme vous l'avez justement dit, mais il y a certaines situations où l'absence de conscience est meilleure que l'intervention humaine. Pour autant que ces sujets-là soient pilotés, qu'on arrive à essayer de garder une certaine degré de supervision. Un petit mot d'ailleurs sur ce point-là. Dans le débat public sur l'IA, vous voyez, il y a une opposition que vous avez sûrement déjà entendu entre l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. L'IA faible, c'est celle qui vous voyez, c'est ma calculatrice Casio de quand j'étais au collège. C'est celle qui ne répond qu'à nos sollicitations et qui est constamment sous notre contrôle. Et puis à l'autre côté, l'IA forte, c'est Matrix, Terminator, c'est la machine qui poursuit des objectifs complètement propres, absolument impilotables et incontrôlables. Est-ce qu'elle est possible ? Théoriquement, oui. Est-ce qu'on en a le début de l'évidence scientifique? Non, pas en 2019. Et d'ailleurs, plutôt les analystes s'accordent à dire que ça n'est qu'une perspective lointaine et très hypothétique. En revanche, pour essayer de vous répondre directement, ce dont on a l'évidence empirique, ce que j'essaie de développer un peu dans Sarah, c'est le scénario d'une IA qui reste soumise à tout instant à ses objectifs de programmation initiale, mais qui est capable d'inventer des modalités d'exécution du programme qui n'étaient pas prévues initialement. Et c'est pas la même chose. Elle n'est pas indépendante, elle fait pas ce qu'elle veut, elle exécute un programme qu'on lui a fixé, et ça a déjà été vérifié empiriquement. Elle est capable d'imaginer des modalités inattendues d'atteinte de ce programme. Et donc, vous voyez, dans ces modalités inattendues d'exécution du programme, il peut y avoir des options que l'on considérait comme étant non éthiques. Et c'est ça le sujet. Et évidemment, le sujet, il est séquentiel. Vous l'avez bien dit, bien montré que l'IA qui se développe dans un domaine peut avoir des répercussions sur d'autres domaines. Vous faisiez le point avec la justice prédictive. Si l'IA en médecine se développe très vite, demain lui répondra sûrement une IA des experts médico-judiciaires, pour rester sur notre secteur, qui devra regarder si les options prises par l'IA dans la situation qui a causé un dommage pour ce patient déterminé étaient les bonnes ou pas les bonnes. Et qu'est-ce qui restera de l'autonomie du juge par rapport à l'avis d'experts rendu par l'IA experte médico-légale. Vous voyez, on n'en est pas loin, hein. Franchement, on n'en est pas loin du tout, quoi. Juste un mot sur l'assurance, parce que je résiste pas, mais oui. Je pense que l'IA va tuer l'assurance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que il faut que vous sachiez que dans l'assurance, il y a un métier qui s'appelle le métier d'actuaire. Ce sont des super matheux qui passent leur temps à calculer les risques et donc votre niveau de prime. Bon, à partir du moment où le risque n'en est plus un, puisqu'on arrive à le calculer avec une telle précision qu'on est capable de déterminer s'il se réalisera ou non, il faut bien comprendre que certaines personnes, ce qu'on va appeler entre guillemets les mauvais risques, ne pourront pas trouver d'assurance. Et nous sommes tous potentiellement de mauvais risques. Je ne parle pas forcément de santé, je parle de conduite, tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'il va falloir repenser cette technique-là, parce que cette solidarité, on en a évidemment besoin. Mais il faudra la penser sur le modèle de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est une mutualisation d'une collectivité qui ne cherche pas à tirer forcément profit de cela, mais chacun veut partager. On va répartir le risque entre nous. Mais on ne pourra plus avoir une société privée telle qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'on ne pourra plus tirer de profit de cette activité. L'assureur, quand il vous assure, il fait le pari que le risque ne se réalisera pas. Or, ce risque-là, avec l'IA, on aura la clé, on aura la réponse. Donc, il y aura, je le répète, toute une catégorie de personnes qui sera exclue parce que n'est mauvais risque. On aura un déterminisme complet sur le risque. Donc, il faudra absolument repenser cette technique de transfert du risque d'une façon différente. Et la clé, c'est la sécurité sociale. En tout cas, la question se pose. Alors après, pour regarder le paysage de 2019, aujourd'hui, vous avez des acteurs, assureurs, organismes complémentaires en France qui sont plutôt prudents.
Le droit français, et je suis d'accord avec vous, cette barrière de papier-là tiendra sans doute pas très longtemps, pose un interdit qui est celui de ne pas sélectionner les risques en fonction de ces paramètres ou de ces indicateurs de santé, même si c'est un principe déjà qui souffre un certain nombre de dérogations. Mais voyez, il faut bien mesurer. Voyez, le sujet sur l'IA, il est d'essayer de tracer ce qui est une perspective souhaitable et de tracer ce qui est la perspective vraiment cauchemardesque que vous avez bien décrit, et puis d'essayer d'imaginer quels sont les mécanismes pratiques qui peuvent être dans le champ de l'assurance. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas à très court terme que vous auriez des acteurs français, européens qui se lanceraient dans des options de sélection massive de risques à partir de données de big data en santé. Je pense que, vous voyez, pour eux, de la même manière que Facebook s'est pris à court terme un retour de cale après avoir franchi la ligne rouge, le coût politique du franchissement de la ligne rouge pour celui qui le ferait serait peut-être trop lourd à court terme, en sachant que la frontière sera sans doute passée. Comment est-ce qu'elle peut se passer? Elle peut se passer sur un mode là beaucoup plus comestible, entre guillemets, qui est le déploiement d'outils de bonification. Je vais baisser votre prime parce que vous faites du sport, parce que vous arrêtez de fumer. Je vais vous donner des bonus parce que vous avez des comportements vertueux. Et vous avez bien compris que identifier des comportements vertueux, c'est une manière, à contrario, de repérer des personnes qui n'ont pas de comportement vertueux. Donc, vous voyez, et on arrive à la fin des fins, au spectre que vous tracez. Donc, vous voyez, c'est ça sans doute le métier de la régulation du déploiement de l'IA en santé, c'est de repérer à partir de très bonnes intentions, qui d'ailleurs sont pas forcément malicieuses a priori, mais repérer ces fausses bonnes idées qui peuvent nous amener sur la voie de la perspective à éviter. Juste une petite parenthèse, ce que vous décrivez là Oui, a été mis en place en Allemagne. Oui, ça s'appelle Vitalis. Ah oui. Pour vous décrire un petit peu comment ça fonctionnait, c'est-à-dire vous faisiez du sport, vous étiez donc à bonne assurée, on vous mangeait ce qu'on vous dit de manger, et pour vous récompenser, on vous donne des bons d'achat pour aller dans des magasins, pour acheter bio et être encore en meilleure santé et voir votre prime encore assurée, encore diminuée. Donc je veux dire, moi je suis pas du tout dans la science-fiction, et ce qui est terrible et pervers comme système, c'est que la personne est totalement consentante. Bien sûr. Parce qu'évidemment sa prime baisse. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre. Oui. Celui dont la prime ne peut pas baisser. Le diabétique. Voilà. Le diabétique, comment il fait? Il peut manger bio tous les jours, lui. Ça ne changera rien. Oui, l'enjeu démocratique, c'est vraiment un enjeu démocratique, c'est de repérer ces mécanismes, de savoir les déconstruire pour essayer de les piloter, soit les réguler, soit les interdire. Dans un contexte de gestion de transition. Le pire n'est pas sûr, et je suis plutôt optimiste pour la suite du sujet, parce que, encore une fois, il y a cette prise de conscience qui se fait. Mais ça ne doit pas rester qu'une prise de conscience du débat public, ça doit décliner, aboutir très vite sur des outils de pilotage pratiques dans le réel du management de nos organisations de santé et du débat public. Ça vous va? Une dernière question. Une dernière question, madame. Moi, je voulais simplement vous demander, parce que ça reste quand même sur le principe de base qu'en Europe et dans les pays européens, on reste sur un fonctionnement de type démocratique. Mais ça, c'est un des contrats sociaux, c'est soumis à des votes, et on peut aussi aller vers d'autres systèmes politiques. Oui. Et donc, quid de ces intelligences artificielles, de ce système, dans un système qui n'est pas démocratique? On a déjà l'exemple de la Chine. Ça peut être quand même poser question. Très probablement. En tout cas, l'IA donne, on envoie le déploiement hors d'Europe des outils de contrôle social puissants. Alors après, vous avez raison de bien mettre les facteurs dans cet ordre-là. C'est bien le recul ou l'abandon de la démocratie qui produit des usages déviants ou pervers de contrôle social dans le recours à ces technologies. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un enjeu collectif de défense d'un certain nombre de valeurs
d'une société démocratique avancée. Et vous voyez bien que le type de discussion de celle que l'on a ce soir requiert quand même un certain niveau de liberté du débat public, de recul de recul au sens de capacité de prise de recul de la société civile. Et il y a toute une série d'endroits où ce serait juste pas possible. Alors après, et je pense que c'est ça le point central. Après, encore une fois, pour rester dans ce qui est la situation d'aujourd'hui, le cheminement inverse, qui est que l'intelligence artificielle acquerrait un niveau de mauvaise volonté telle ou de capacité de mise en telle qu'elle viendrait à se mettre à agir de manière autonome pour mettre à terre un système démocratique. Ça, on n'en a pas l'évidence pratique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire que il peut pas y avoir des sujets du type de ce qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire que pour atteindre un objectif de programmation déterminé dans un cadre absolument démocratique, l'IA ne puisse pas inventer, elle, des modalités d'agir qui ne répondraient pas à des valeurs démocratiques. Vous voyez, parce qu'elle n'a pas la perception de ça. Elle définit des modalités d'exécution du programme sans référentiel politique. Nous allons nous arrêter là. Je vais remercier David Gruson pour son éclairage. Merci à vous. Peut-être encore le mettre à contribution. Il y a une table au fond de la salle avec notamment ces ouvrages et puis d'autres ouvrages sur l'intelligence artificielle. Oui. Si vous souhaitez en acquérir quelques-uns et puis avoir une dédicace de l'auteur, oui, je pense qu'il se prêtera volontiers à ce jeu. Avant celui chez LEH, c'est celui-là le plus important. Voilà, donc le prochain épisode chez LEH. Merci. Donc le management, c'est ça, management de données. Merci à vous.